Voilà, c'est tout bon, Mais Anna, je te laisse la parole. OK. Donc déjà, bienvenue à tous. Merci de prendre le temps de m'écouter. Donc ce qu'on avait convenu, c'est que, je parle en français, mais n'hésitez pas à m'arrêter si à un moment donné, je traduis très volontiers en anglais. Je vais essayer de dire quelques phrases en anglais de temps en temps aussi, pour appuyer les propos, mais vraiment n'hésitez pas s'il y a quelque chose qui est pas clair et puis on prendra un temps de questions à la fin. Donc, je suis venue parler ici donc du cycle menstruel et de la performance et notamment, j'ai essayé de vulgariser pour, vous passer les principaux messages sur ce que les athlètes, les entraîneurs et l'entourage doivent savoir. So, what the athletes, the coaches and the entourage of the athletes need to know. So, qui je suis, who I am. Merci Sylvie pour la présentation déjà. Mais voilà, donc juste que je suis physiothérapeute du sport du coup depuis 2018. Et puis que depuis ces dernières années, je me suis notamment intéressée aux spécificités de l'athlète féminine. So, on va commencer un peu par peut-être le hot topic qui nous concerne tous. Vous avez pu voir dans les médias ou par Suisse Olympique beaucoup de journaux qui mettent en avant le fait de s'entraîner en fonction de son cycle. Ou on va dire même les menstruations, le tabou des règles, c'est quelque chose qu'on voit régulièrement dans les médias. Et puis finalement, bah, la question que moi je vais essayer d'aborder maintenant, c'est juste qu'est-ce que dit la science et quels sont les arguments derrière et est-ce qu'il faut du coup s'entraîner en fonction de son cycle. Donc d'abord, on va commencer avec un tout petit peu de théorie, parce qu'il en faut bien un peu. Mais déjà, quand on parle de cycle menstruel, qu'est-ce qu'on entend? Donc un cycle menstruel, c'est en fait un balai d'hormones, donc vous voyez les lignes bleues, jaunes, vertes, et cetera, qui est cyclique et qui arrive en fait toujours au même moment du cycle. Donc vous avez par exemple les oestrogènes et la progestérone qui sont les 2 hormones, du coup de reproduction chez la femme, et puis qui font ce balai d'hormones. Un cycle, on parle en général dans la science qui dure 28 jours, mais en réalité chez les femmes, un cycle normal, c'est entre 21 et 35 jours. Donc certaines femmes, elles vont avoir de manière périodique 35 jours entre chaque cycle, certaines 21. Et en fait, la durée d'un cycle, elle est déterminée entre l'espace entre le premier jour des règles et puis bah, du coup le cycle suivant où on a à nouveau nos règles. Donc le tout début du cycle, donc là où c'est en rouge, c'est là où du coup on a nos menstruations, donc nos règles. Donc ça, le cycle, il commence par ça. Et puis au fur et à mesure où les jours avancent, on va avoir une montée de la ligne bleue qui sont les oestrogènes. Et les oestrogènes, c'est, on va dire, les hormones qui favorisent la force. C'est là où en général on se sent le mieux. Et donc, en général, bah, plus les jours passent, plus on arrive gentiment à la moitié du cycle et on a ce pic en oestrogène. Et c'est souvent le jour où on est le moins symptomatique, où la plupart des femmes se sentent le plus fortes. Puis on arrive à ce pic en jaune qui est à la moitié du cycle, qui est le pic, on appelle ça l'hormone lutéinisante, mais en gros, c'est le pic qui va déclencher le fait qu'on ovule. Donc l'ovulation, elle a lieu au milieu du cycle. Et puis, bah, évidemment, si l'ovule il n'est pas fécondé, on arrive dans la deuxième partie du cycle qui est du coup la phase lutéale. Et là, les oestrogènes baissent et c'est la progestérone qui monte. Et puis c'est là où on peut être dans une phase du cycle chez certaines personnes qui peut être un peu plus symptomatique. On appelle ça le syndrome prémenstruel. On peut avoir des ballonnements, on peut avoir des douleurs au niveau de la poitrine, on peut avoir des symptômes plus psychologiques, se sentir un peu plus anxieuse, un peu plus fatiguée. Donc ça, c'est vraiment très relatif à chaque personne. Et puis, plus on s'avance dans la phase lutéale, plus du coup le corps se prépare à la nouvelle arrivée des règles. Voilà, donc c'est de ça qu'on parle quand on parle d'un cycle menstruel. Et du coup, c'est pas que juste les règles, c'est vraiment tout ce balai d'hormones-là. Donc, on rentre dans le vif du sujet, cycle menstruel et entraînement. Donc, vous avez dû voir, donc si vous regardez l'image en haut à gauche, il y a des programmes qui vous vendent un entraînement en fonction de votre cycle, donc basé sur ce que je vous ai dit sur les hormones, où bah, quand on a nos règles ou avant les règles, on est un peu plus symptomatique, donc on devrait faire de l'exercice plus léger. Et puis en phase folliculaire, après les règles, c'est là où on devrait faire plus d'entraînement de force, parce que c'est là où on se sent le mieux. Mais si on regarde en fait la recherche scientifique à ce niveau-là, et ben tous ces entraînements en fait ça a été basé sur de la recherche qui a été faite sur les cellules ou sur les rats. Donc c'est par exemple pour vous donner un ordre d'idée, par exemple ils ont injecté des oestrogènes à des rats et puis ils ont fait des entraînements de force, puis ils ont vu qu'ils gagnaient plus de force.
Mais en fait, la transférabilité sur l'humain n'a jamais vraiment été testée. Et en fait, quand on fait des études sur, les femmes en fonction de leur cycle, et ben, quand on regarde les études, elles sont de très mauvaise qualité. Donc pour vous donner un exemple, elles partent sur le postulat que toutes les femmes ont des cycles de 28 jours, et du coup, en fait, elles tombent pas toutes au même moment du cycle et puis les conclusions des études, bah, elles sont très douteuses. Hem Donc à ce jour, si on regarde la littérature scientifique, et ben, il y a pas d'argument de s'entraîner, en fonction de son cycle comme vous avez, en haut à gauche, donc sur l'image en bleu. Hem, Par contre, bah, on verra ce que nous dit la littérature plus tard. C'est possible que s'entraîner en fonction de son cycle au niveau élite, si on veut vraiment gagner, 2 de performance, en plus, par exemple, pour un record du monde, peut-être que nos hormones peuvent faire une différence, mais on va plutôt dire que sur le continu, c'est plutôt quelque chose qui complexifie l'entraînement, et puis c'est à se poser la question si finalement on s'entraîne assez, si on est obligé de s'entraîner en fonction de son cycle et puis que finalement s'il y a qu'une seule période du cycle, puis il y a qu'une semaine, d'ouverture là où on a nos oestrogènes, où on fait de la force, bah, au final c'est pas extrêmement efficace pour nos entraînements. Cependant, si on interroge les athlètes, donc il y a entre 36 et 93 des athlètes qui vont dire qu'elles se sentent impactées par leur cycle menstruel. À savoir que c'est quelque chose qui est extrêmement subjectif et très variable. Donc ça veut dire que certaines femmes, elles vont être très symptomatiques et se sentir impactées par leur cycle menstruel et d'autres pas du tout. Du coup, ce que moi je recommande dans ce sens-là, c'est plutôt qu'on devrait s'entraîner, mais plutôt de manière individualisée. Donc ça veut dire que si vous avez par exemple une équipe de rugby, on va pas imposer à toutes les femmes de faire du renforcement en phase folliculaire, parce que, bah, en fait, finalement, il y a des femmes qui sont peut-être capables de faire du renforcement pendant tout leur cycle sans se sentir impactées et ça, ce sera plus efficace pour elles. Et du coup, je vous ai mis cette échelle, ici à droite où on appelle ça une échelle de RPE. Peut-être pour certaines d'entre vous, ça vous parle, mais en fait, l'idée, c'est de s'entraîner selon son ressenti. Et puis que, bah, les moments où on se sent le mieux, bah, on va chercher un effort qui est très intense, donc un RPE très élevé. Et puis, bah, les périodes où on se sent pas bien, où on peut être un peu malade, bah, on va chercher un petit peu moins d'intensité. Mais en fait, finalement, si on met ça en place, ça change pas des principes de préparation physique qu'on ferait avec les hommes. Au final, cet entraînement individualisé, on va dire, c'est plutôt le gold standard qu'on ferait avec toute personne. Et ensuite, le deuxième message, par contre, que j'ai envie de vous faire passer, c'est que le cycle menstruel, c'est votre super pouvoir. Comme si vous alliez faire un échocardiogramme, donc comme vous voyez à gauche, on voit votre signe, cardiaque et ben, en fait, le cycle menstruel, c'est un excellent indicateur chez les femmes, de bonne santé. Donc ça, c'est la chose que vous devez vous approprier et puis il y a une certaine checklist, de à quoi est-ce qu'on doit faire attention pour être sûr qu'on est en bonne santé quand on a nos règles. La première, c'est déjà de vérifier si vos règles, elles sont régulières et dans une durée adéquate. Donc, une chose qui est facile, c'est de traquer le premier jour de ses règles et les noter dans son calendrier et vous regardez sous quels espaces les règles, elles arrivent. Donc si vous voyez que c'est de manière fixe entre 21 et 35 jours et que ça varie pas de plus qu'1 ou 2 jours, et ben, on peut dire que votre cycle menstruel fonctionne bien. Par contre, attention, chez les adolescents, adolescentes, les règles, hem, elles doivent arriver avant l'âge de 15 ans. Donc si elles arrivent après l'âge de 15 ans, on va parler de troubles du cycle menstruel. Et puis on sait que dans les 2 premières années où les règles se déclenchent, c'est normal d'avoir des règles un peu irrégulières parce que le système hormonal que je vous ai montré avant, il lui faut un petit peu de temps pour se régulariser et s'installer. Donc, si vous avez des règles irrégulières, mais ça fait moins de 2 ans, que vous avez eu vos premières règles, pas d'affolement, on laisse passer 2 ans et on regarde comment ça se passe. Ensuite, il y a un deuxième critère, vous pouvez aussi regarder la durée et la quantité de vos règles, parce que ça, c'est assez tabou. Souvent, on n'en parle pas trop, mais il y a quand même, on va dire un nombre de jours et une quantité maximum à avoir et au-delà, on va parler de saignements menstruels abondants et ça, c'est quelque chose qui est pathologique. Donc si vous avez des règles qui durent plus que 7 jours ou que vous perdez plus de 80 millilitres de sang, donc 80 millilitres de sang quand on utilise des cups, c'est facile à quantifier.
Par contre, si vous n'utilisez pas des cups, plutôt des serviettes ou des tampons, il y a des applications qui vous permettent de calculer en fonction du nombre de tampons ou de serviettes que vous avez utilisés. Mais un bon indicateur, c'est si vous devez changer de serviette plus que toutes les 2 à 3 heures, on peut déjà supposer que vous avez des saignements menstruels abondants. Ensuite, le 3e critère, c'est que vous devez avoir des signes d'ovulation. Donc ça veut dire la preuve que quand vous avez vu le schéma hormonal au début, vous allez avoir une preuve que du coup que vous ayez bien ovulé et ça, le signe le plus facile à vérifier, c'est les pertes blanches. Donc c'est normal d'avoir des pertes blanches pendant son cycle, et vous allez voir que, donc on appelle ça le cervical mucus, et vous allez voir que juste avant d'ovuler, vous allez sentir que vos pertes blanches, elles changent en texture et elles commencent à ressembler un peu comme à du blanc d'œuf et elle devient extrêmement élastique et filante. Et ça fait un peu, si vous deviez vous essuyer après les toilettes, vous devez avoir un peu l'impression d'une patinoire, comme si ça glisse très facilement. Ça, c'est un signe que vous êtes en train d'ovuler. Et puis Marie, après, il y a une question. ouais, alors sans autre, on peut. Julien? Ah, je m'excuse Julien, on t'entend pas du tout. On t'entend de très très loin. Alors, Julien, ce que je te propose, c'est que tu peux poser la question sur le chat, puis Sylvie, elle me lira la question, sauf si tu arrives à résoudre le problème de micro. Donc, et puis finalement, du coup, le dernier check de la checklist, c'est alors, ah oui, 80 millilitres par règle, c'est par jour ou pour la période de menstruation, c'est juste? C'est ça la question? Ouais. Alors c'est pour la période entière des règles. Donc les 80 millilitres, c'est pas par jour, c'est pour toute la durée des menstruations, donc entre 2 et 7 jours. Et puis en fait, finalement, la dernière chose que vous devez vérifier et être sûr du coup que votre cycle menstruel est bon et que vous êtes en bonne santé, c'est d'être sûr que les symptômes que vous pouvez avoir juste avant vos règles ou pendant vos règles, ça ne doit pas interférer ni avec vos activités de la vie quotidienne, ni avec votre travail ou vos études ou votre activité sportive. Donc si par exemple, vous avez tellement mal au ventre ou au dos, juste avant ou pendant les règles que ça vous empêche d'aller, faire vos entraînements de rugby, correctement ou que ça vous empêche d'aller étudier, c'est que vos symptômes sont trop importants et puis qu'il faut aller dépister et manager et voir comment est-ce qu'on peut vous aider. Mais on a une tendance, chez les athlètes, surtout les athlètes où on est un peu dur à la douleur et j'ai envie de dire encore plus au rugby, mais on a une tendance à normaliser la douleur et à juste se dire qu'on vit avec, et que c'est normal. Mais c'est pas normal du coup si vos douleurs ou vos symptômes vous empêchent dans votre activité sportive et ça, c'est quelque chose dont il faut parler. Voilà. Donc ensuite, qu'est-ce qui se passe si je check pas toutes ces cases? Qu'est-ce qu'on peut suspecter et qu'est-ce que ça peut impliquer? La première chose, que ça peut impliquer, donc si on voit qu'il y a un dérèglement dans vos règles, donc si par exemple vous avez, votre cycle qui dure plus que 35 jours et qui est trop long, voire si vous avez plus du tout de règles, on parle, de syndrome du déficit énergétique relatif. C'est le RED, peut-être que ça en parle à certains. À l'époque, les médecins, ils parlaient de la triade de l'athlète féminine et en fait, vos règles, elles peuvent, s'arrêter ou s'espacer quand finalement ce que vous dépensez, pendant votre activité sportive ou la journée et par rapport à ce que vous mangez et si c'est déséquilibré, donc ça veut dire que vous ne mangez pas assez par rapport à ce que vous dépensez, si c'est que quelques jours, c'est pas grave, le corps il est plastique, il s'adapte, il va puiser dans les graisses, il va voilà. Mais si c'est quelque chose qui devient prolongé et le corps il est assez bien fait parce que produire des hormones, ça lui coûte de l'énergie. Donc la première chose qu'il va faire, c'est qu'il va mettre vos hormones au repos pour essayer de trouver de l'énergie là où il en trouve, vu que vous lui fournissez pas assez, d'énergie. Et en fait, c'est quelque chose d'assez insidieux parce que, quand on s'entraîne 3, 4, des fois 5 fois par semaine, des fois on pense manger assez, mais par rapport à, on va dire, à la population normale ou générale,
Mais en fait, du coup, c'est quelque chose inconscient, mais en fait, on ne donne pas assez d'énergie au corps. Donc en fait, vos règles, le fait qu'elles soient régulières et pas trop espacées, ça va vraiment être votre super pouvoir pour être sûr que vous n'avez pas de déficit énergétique. Et c'est quelque chose qui peut concerner, bon, suivant les sports, entre 0 et 60 des athlètes. Donc, bah, évidemment, les athlètes les plus à risque, c'est ceux où vous êtes dans des catégories de poids, où on va dire la pression esthétique est importante. Et puis un peu le gros drapeau rouge, le red flag auquel vous devez faire attention. Et on s'est rendu compte que toutes les athlètes qui évitent du coup les carbohydrates, donc les glucides lents, donc que ce soit les pâtes, le riz, le pain, on a un peu ce préjugé de dire attention, ça fait grossir, mais en fait c'est un carburant qui est extrêmement important pour le sport. Et on a des études qui montrent que même si on mange assez, mais si on n'a pas assez de carbohydrates, on peut tomber dans ce red zone. Donc c'est vraiment important d'avoir assez de carbohydrates à chaque repas, quand on est sportif. Donc les symptômes, ça va être du coup absence de règles ou règles irrégulières, ça c'est un peu le symptôme le plus important. Ça va être vous allez vous sentir un peu plus fatigué, comme si vous étiez un peu en surcharge, ou en surentraînement. Votre performance en général, elle arrive à un plateau, voire elle va baisser. Et puis, on va dire à long terme, les conséquences les plus néfastes, c'est que ça va diminuer votre densité osseuse. Donc les athlètes qui ont été en RAID longtemps, elles vont faire des fractures de fatigue, donc par exemple avec trop de sport, bah, tout d'un coup, elles ont une fracture au niveau lombaire ou une fracture, au niveau du pied, qui normalement n'aurait pas dû arriver. Mais en fait, le corps a été chercher de l'énergie, bah, là où il pouvait. Et puis vous êtes aussi plus à risque de blessure. Hem Voilà, donc ça c'est un peu tout pour le RAID, mais à savoir que, bah, du coup, plus on le détecte tôt, moins vous aurez ces problèmes osseux ou ces risques de blessures dans le temps. Un autre symptôme, on va dire une autre pathologie que vous pouvez avoir si vous ne checkez pas toutes, ces box, donc on peut Anna, avoir oui, il y a une question sur le chat. ouais, alors je l'ai pas lu, si je l'ouvre. Des recommandations de médecins pour investiguer les troubles menstruels. Alors, ça c'est une bonne question, parce que du coup, bah, tous les médecins ne sont pas sensibilisés aux pathologies liées au sport et on va dire le RED, c'est quelque chose, encore assez méconnu chez les généralistes, mais de plus en plus les médecins du sport, ils connaissent cette pathologie-là. Hem Et puis je vais avoir le même problème avec les gynécologues aussi, où certains vont être très sensibles à la problématique, et d'autres pas du tout. Donc souvent, donc il y a des recommandations qui existent, mais qui sont plutôt, qui viennent plutôt du CIO, du comité olympique et cetera. Donc si le médecin est sensibilisé, il aura les recommandations et il saura quoi faire. Mais s'il n'est pas, souvent ce que moi je fais, c'est que je fais un courrier au médecin en expliquant et en le renvoyant vers les recommandations et les guidelines. Mais ça, on peut, sans autre en rediscuter pendant la phase de questions, par la suite. Donc aussi, bah, une autre possibilité, du coup, si on a, des troubles, des menstruations et on voit qu'elles sont trop espacées ou voire absentes, on peut avoir ce qu'on appelle un syndrome des ovaires polykystiques, et ça, c'est entre 6 et ouais, Je t'arrête encore, excuse-moi. Peut-être pour les questions, il y aura une série questions-réponses à la fin. Est-ce que oui, peut-être vous gardez vos questions, comme ça on reste concentré, il y a peut-être des réponses qui viennent après, et comme ça sera plus simple si ça vous convient. ouais, pas de souci. Parfait. Ouais, donc le syndrome des ovaires polykystiques, donc ça, c'est quelque chose qui est plus prévalent chez les athlètes que dans la population générale. Donc entre 6 et 37 des athlètes qui peuvent être concernés. Et là, en fait, c'est une pathologie dont on ne connaît pas tellement l'étiologie, donc d'où ça vient, mais on sait qu'il y a, des hormones androgènes, donc comme par exemple la testostérone qui est, produite en trop grande quantité et on va avoir ce qu'on appelle des ovaires polykystiques. Donc vous voyez qu'il y a un peu trop de follicules, par rapport à un ovaire normal. Et donc ça, pareil, ça va être des règles irrégulières, voire absentes. Et puis d'autres symptômes, qui peuvent vous mettre la puce à l'oreille, c'est du coup, un excès de pilosité ou un excès d'acné. Donc attention pendant l'adolescence, bah, c'est aussi juste quelque chose qui est normal pendant l'adolescence, hein. Ça va être des personnes qui vont avoir tendance à prendre du poids et avoir, de la résistance à l'insuline. Donc ça peut être, par exemple, des personnes qui deviennent diabétiques. Et puis un dernier symptôme qui est assez rare et c'est plutôt dans les cas très sévères, mais ça va être ces taches comme vous pouvez voir en bas à gauche. Donc c'est un peu des taches plus sombres sur la peau
et qui sont en fait liées à la résistance en insuline. Et puis à savoir que c'est ce genre de syndrome, comme on les connaît pas très bien, puis qu'on normalise beaucoup nos menstruations, c'est un diagnostic qui met souvent du temps à se mettre en place parce que faut que les médecins connaissent la pathologie, il faut que les athlètes pensent à en parler avec leur médecin, et des fois ça peut mettre 4-5 ans avant d'avoir le diagnostic, par méconnaissance. Évidemment, après il y a tous les troubles du cycle qui sont plutôt liés aux symptômes. Donc je vous ai parlé avant des saignements menstruels abondants. Donc ça, c'est entre 3 et 42 des athlètes qui peuvent être concernés. Et pourquoi c'est important dans le sport? Parce que ça vous expose à un risque d'anémie, vous allez être moins performante, mais aussi ça vous expose à une plus grande anxiété menstruelle. Donc, vous allez peut-être plus angoissé quand vous faites votre activité sportive d'avoir des fuites, de sang, et puis ça va limiter votre performance. Un autre syndrome, on appelle ça le syndrome prémenstruel ou le PMDD, qui est en fait la forme, grave du syndrome prémenstruel. Ça, c'est à peu près une athlète sur 2. Il y a énormément de symptômes différents, que ce soit physique, émotionnel, ou comportemental. C'est, du coup, ça va être par exemple des douleurs en bas du ventre, c'est ce que je vous disais, ça peut être de l'anxiété, vous sentir un petit peu plus sensible dans la période avant les règles. Et en fait, c'est des symptômes, pour parler de syndrome prémenstruel, ça veut dire que ça doit être cyclique et ça doit être systématiquement à chaque cycle, toujours au même moment que ça arrive. Et puis finalement, il y a ce qu'on appelle les dysménorrhées, donc ça, c'est une athlète sur 3. Donc les dysménorrhées, c'est le fait d'avoir mal en bas du ventre systématiquement juste avant ou en général au tout début des règles. Et ça, il y a 2 étiologies, donc il y a 2 causes. Il y a les dysménorrhées primaires, donc ça, c'est quand c'est idiopathique, on sait que c'est lié à votre cycle menstruel, mais on ne sait pas vraiment pourquoi. Est-ce que c'est un état inflammatoire? Mais ça n'a pas été beaucoup étudié. Et puis, il y a ce qu'on appelle les dysménorrhées secondaires, et donc ça, souvent, c'est lié à l'endométriose, pour celles et ceux qui connaissent. Et donc l'endométriose, c'est quand il y a des cellules, de votre, utérus qui se sont développées à l'extérieur de votre utérus, et qui du coup vous créent plus de douleurs. Et ça peut vraiment être des douleurs très, très importantes. Donc si par exemple vous vomissez pendant vos règles tellement vous avez mal, ça c'est quelque chose qui est pas normal et ça peut être un des signes de l'endométriose. L'endométriose, c'est comme le SOPK, hein. Le temps de diagnostic moyen, c'est environ 8 ans entre le moment où on en parle pour la première fois et le moment où on est diagnostiqué, parce qu'il est assez mal connu et puis on a tendance à normaliser. On va dire: «Ah bon, c'est pas grave, tu un peu mal, mais je vais te mettre sous pilule et puis tu auras un peu moins mal et puis on voit ce que ça donne». Mais du coup, les médecins investiguent pas et puis en fait, finalement, on découvre l'endométriose après. Un autre message que je veux vous faire passer, c'est à tout prix, c'est de briser les tabous par rapport, au cycle menstruel et par rapport aux règles, parce que du coup, on n'en parle pas et c'est finalement une fille sur 2 pendant l'adolescence qui va laisser tomber le sport, à cause de ses règles et puis c'est une athlète sur 18 qui a un syndrome prémenstruel modéré à sévère qui va en parler à leur médecin. Donc nous, on a intérêt, que ce soit les médecins, les coachs, les athlètes, de vraiment essayer de briser ces tabous et d'en parler parce qu'il y a des choses qu'on peut faire pour vous aider. Pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas? Chez les athlètes, on a tendance à normaliser et on dit que on vit avec, c'est tolérable et puis, ça fait partie de la femme, mais il y a quand même un moment donné où c'est pathologique et puis il faut le traiter. C'est assez tabou, on est un peu honteux quand on parle de règles, c'est du sang, peut-être, ça peut paraître un peu sale. Du coup, on se sent pas extrêmement à l'aise pour en parler, mais pour moi, on doit en parler au même titre que de l'hydratation ou de l'alimentation. C'est un sujet à gérer entre femmes pour certaines. Certaines sont plus à l'aise pour en parler avec des femmes. Puis du coup, quand on est dans des staffs qui sont majoritairement masculins, des fois, c'est aussi une barrière. Et puis les athlètes, elles pensent souvent que si elles en parlent, elles vont pas pouvoir être aidées. Les coachs, ils se sentent pas à l'aise pour en parler, mais aussi parce qu'il y a pas beaucoup d'évidence scientifique par rapport à ce sujet. Et puis pour le staff médical qui vous entoure, auprès des clubs, souvent on est très orienté médecine du sport et on a l'impression que les hormones, les règles, c'est pas tellement notre champ de compétences. Hem Et du coup, des fois, on est mal renseigné et ça arrive qu'on peut vous donner des recommandations qui sont inappropriées. Donc notamment, ça va peut-être rejoindre la question de Julien tout à l'heure, mais on a une tendance, par exemple, si les athlètes ont plus leurs règles, on a envie de les mettre sous pilule parce que la pilule va déclencher des fausses règles, liées aux hormones qu'on prend par la pilule, mais en fait, on résout pas du tout le problème. On cache le symptôme avec des hormones de l'extérieur, mais on résout pas le problème des déficits énergétiques, par exemple.
Là, Ensuite, est-ce que tu peux juste faire un petit résumé en anglais pour oui, les copains, s'il te plaît? ouais, alors peut-être pour ce donc overall, what I wanted to say to you in English is that, so for this slide, it's really important to break the taboos. Most of the athletes don't feel comfortable to speak about it. It's one of the common reasons to stop the sport during the adolescence because of the menstruation, and there is lots of solutions that we can give them. So for most of the athletes, they don't talk about it because they think the symptoms are normal or they just have to live with it. And I would say for the medical staff, mostly it's because they don't feel that they have enough expertise in it because it's hormones and menstruation. And they would be more expert in musculoskeletal disorder. And also, it leads to the medical staff, which has no expertise in it, to give inappropriate recommendation, such as giving the contraceptive pills to female athletes who don't have their menstruation anymore. Donc, le cycle menstruel, c'est juste une pièce du puzzle, so it's just one piece of the puzzle. Ça doit pas être quelque chose qui doit prendre toute votre place dans votre sport et c'est pas le plus important. Pour être performante, bah, finalement, il faut manger correctement, avoir un sommeil suffisant, diminuer le stress, avoir un bon entourage, avoir accès à une salle de renforcement, faire du renforcement régulièrement. On sait que ça prévient les blessures, augmente la performance, que vous ayez un accès on va dire, acceptable et approprié aux installations sportives. Et tout ça ensemble, c'est ce qui fait que vous allez être performante. Et le cycle menstruel, c'est juste une pièce du puzzle. Hein. So yeah, the menstrual cycle is just one piece of the puzzle, and the hydration, the alimentation, the access to strength training, appropriated stuff, all this thing together makes you performant and not just the menstrual cycle. Donc ça, c'est mon take-home message par rapport à tout ce que je vous ai dit. Je vais essayer de pas faire trop long et plutôt garder du temps pour les questions. Mais le plus important quand on veut faire quelque chose pour aider les athlètes féminines dans leur performance, c'est d'abord s'assurer que les fondamentaux sont là. Est-ce que vos athlètes font du renforcement régulièrement et ont un staff médical et technique qui est approprié? Est-ce qu'elles s'alimentent? Est-ce qu'elles s'hydratent correctement? Est-ce qu'elles dorment? Enfin, voilà. Donc ça, c'est vraiment la base de la pyramide. Si vous avez fait ça, bah, la deuxième étape, si vous voulez les aider, c'est d'améliorer la communication et les connaissances en santé menstruelle. Donc on va briser les tabous, on va en parler, on va communiquer qu'est-ce que c'est des règles qui sont normales, pas normales. On va rediriger les athlètes qui se sentent impactés vers le staff médical qui est approprié. Une fois qu'on a fait ça, bah, une étape d'après dans la pyramide, on peut surveiller le cycle menstruel, donc noter quand est-ce que vous avez vos règles, noter la quantité de sang qui est perdue, noter l'intensité des symptômes, et tout ça dans un but de dépistage et de promouvoir la santé et être sûr que vous êtes en bonne santé et pas impacté par votre cycle. Et finalement, si vous avez fait tout ça, bah, j'ai envie de dire la cerise sur le gâteau, c'est la planification individualisée. Donc pour les athlètes qui se sentent très impactés par leur cycle, pas pour celles qui ne le sont pas, vous pouvez adapter le plan d'entraînement pour finalement les garder dans le sport et pas faire qu'elles loupent l'entraînement parce que c'était juste pas adapté par rapport à leurs symptômes. Et en fait, si vous allez juste à l'étape 4 et vous voulez juste adapter l'entraînement sans prendre en compte les éléments de base plus bas de la pyramide, moi j'appelle ça un peu du pink washing. Ça veut dire on fait quelque chose pour les femmes, mais on n'a pas respecté les bases. So I will just briefly summarize that in English. So this is my take-home message on how you should implement an action plan for female-specific athletes. First, you should be sure that the fundamentals are there. So appropriate staff, appropriate strength training, appropriate sleep, alimentation, etc. If that is done, then you may go to step 2, which is to promote communication and knowledge of the menstrual cycle. And so talked about the menstruation, the taboos, say what is normal, not normal, etc. Then the last step, but not least, is you may monitor a menstrual cycle with your female athletes. So, for example,
record when are the menstruation happening, the duration of your menstrual cycle, the intensity of the bleeding or of the symptoms, and just detect any disorder or problem in the menstrual cycle. So if we do this, it's only for health concern and try to detect athletes with some trouble. And then the last step, if you respect all this before, you may individualize the training plan according to the menstrual cycle, but this has to be individualized. So you have to help athletes who feel concerned, but the one who don't feel impacted, you don't have to individualize the plan. And I would say the main goal is to keep them in training so they don't skip training because of intolerable symptoms. It's much more important that they do something than nothing. And if you just do the last step without doing the three first one, I call that kind of a pink washing, that we try to do something to help athletes, but we don't really correct what is very important. Voilà. Et puis, il y a d'autres spécificités de l'athlète féminine à prendre en compte, mais que je ne parlerai pas dans cette présentation, sinon je peux parler toute la journée. Mais par exemple, il y a les barrières socio-environnementales. Donc, tout ce qui peut améliorer la performance chez les femmes, on sait que chez les femmes, elles ont beaucoup plus de pression esthétique que chez les hommes. Donc, elles vont être peut-être plus sensibles à leur relation au corps. Et par exemple, vous allez peut-être remarquer que certaines femmes, elles se sentent moins à l'aise pour les exercices de renforcement, soit d'avoir peur d'avoir l'air trop musclé, soit aussi peut-être parce qu'elles ont moins d'expérience dans le renforcement que chez les hommes, parce qu'elles ont moins eu d'accès à une salle de sport. Et donc là, elles, il faut vraiment j'ai envie de dire en anglais, empowering, vraiment les mettre en confiance dans ce rôle-là, parce qu'on sait que le renforcement a un gros rôle sur la performance et les risques de blessure. Il y a tous les troubles du plancher pelvien aussi, donc les fuites urinaires, c'est très commun chez les athlètes, au même titre que les règles, c'est très tabou. Il y a plein de choses qu'on peut faire pour vous aider, et non, les fuites urinaires, c'est pas normal. Un dernier tabou aussi, c'est tout ce qui est le sport pendant la grossesse et le postpartum, notamment chez les femmes qui souhaitent rester compétitives et sportives. Il y avait beaucoup de tabous sur le sport. En général, les femmes avaient tendance à arrêter le sport parce que on avait beaucoup peur pour le fœtus, peur pour la grossesse. Et en fait, on se rend compte que en fait, c'est vraiment basé sur des mythes et que la recherche tend à montrer que plus on est actif pendant la grossesse, plus on aura de meilleurs résultats, non seulement pendant l'accouchement, mais après. Mais voilà, mais ça, je vous en dirai plus une autre fois ou pour un autre contexte. Et puis après, il y a tout ce qui est santé mammaire et blessures, mais dont on ne parlera pas aujourd'hui. So just briefly in English, there are other specificities of the female athletes, such as social environmental barriers and all I would say mostly the musculation context, who most of athletes may have body image concerns, who don't feel confident with muscle exercise because they are not used to it, and we should really empower them in that and help them. There are also some pelvic floor disorder, which are very common in female athletes. Mostly, I would say in rugby, it may be over 50% of athletes with pelvic floor disorder. So having urinary leak during sport, and there is much we can do for that. It's just not normal to have urinary leak. Then we have all the sport context during pregnancy and postpartum or breast or health injury, but that's not the topic here, but just to show you that there is lots of specificity of the female athletes. So thank you for listening. Merci pour votre écoute et je suis à disposition si vous avez des questions. Peut-être je propose de commencer avec la question de Julien qui est dans le chat. Comme ça laisse un peu de temps à tout le monde d'atterrir. Mais une question de Julien, c'est comment faire si les athlètes sont sous contraception hormonale? Est-ce que les signes seront les mêmes? Et c'est une très très bonne question parce que j'en ai pas parlé pendant la présentation. Mais pour les athlètes qui sont sous contraception hormonale, vous allez de toute manière avoir des règles qui sont régulières parce que c'est dicté par la pilule ou par l'implant que vous prenez. Et du coup, si vous êtes sous contraception hormonale, vous ne pouvez pas vérifier à 100% si votre cycle est en bonne santé parce que les règles que vous aurez, elles sont dictées par la contraception et non par les hormones que vous avez en interne.
Par contre, il y a, du coup d'autres symptômes et c'est un peu les mêmes symptômes que chez les hommes, puisque les hommes n'ont pas de cycle menstruel, mais peuvent aussi être en déficit énergétique. Mais ça va être par exemple une fatigue qui est anormale, une baisse de performance, les fractures de fatigue aussi, c'est un des symptômes. Ça va aussi être un peu plus d'anxiété, des troubles psychologiques aussi, ça peut être relié. Mais du coup, c'est un petit peu plus flou et c'est un petit peu plus difficile à détecter que quand on peut juste surveiller nos règles. Je vois qu'il y a une deuxième question. Donc, qu'est-ce qu'il en est des déficits en fer? Est-ce que c'est directement lié aux menstruations? Donc, ça aussi, c'est une très bonne question. Donc, une des causes du déficit en fer peut être liée à des saignements menstruels trop abondants, mais c'est pas la seule raison. Donc, c'est aussi là où, du coup, si on détecte un déficit en fer, normalement, on doit faire un cluster de toutes les étiologies possibles. On a vu que, par exemple, être en déficit énergétique, ça peut aussi créer une anémie concurrentes. Et puis il y a aussi d'autres pathologies qui sont liées à ça, mais il faut vraiment aller dépister et ça, c'est plus de l'ordre avec le médecin. Mais en tout cas, les menstruations abondantes peuvent être une cause du déficit en fer. Donc, je ne sais pas s'il y a d'autres questions maintenant peut-être dans l'audience. N'hésitez pas aussi à les poser à l'oral. Ça me fera plaisir de vous entendre. J'ai une question, Anna, d'ordre psychologique. Quand tu parles justement de faire le tour un peu avec les athlètes, voilà, quand tu constates qu'il y a peut-être une diminution de la performance, des douleurs qui arrivent comme ça pendant les règles, est-ce que tu as un truc, parce que ça doit pas être forcément facile pour un entraîneur d'aller, alors il y a des confiances qui sont mutuelles, ça c'est clair, mais comment l'entraîneur il va vers la fille pour lui dire hey, tu veux bien qu'on fasse un contrôle un petit peu, voir si tu vas bien? Est-ce que tu as un tips par rapport à ça? Oui. Alors déjà, ce qu'il faut faire attention, c'est que le cycle menstruel, ça reste quand même des données de santé. Donc je tiens juste à faire attention pour peut-être les coachs ou comme ça, si vous voulez commencer à monitorer les cycles de vos athlètes, donc déjà la première chose c'est qu'il faut qu'elles soient d'accord, et puis la deuxième chose c'est qu'il faut que ce soit fait par le staff médical, parce que eux ils vont protéger, enfin du coup ils ont un devoir de secret des données, et c'est plutôt à eux, si l'athlète est d'accord, de communiquer s'il y a un problème ou pas. Par Oh contre, putain, non. Ah, excusez-moi. non, Désolé, j'ai. pas de souci. Par contre, ce que je pense que les coachs peuvent, c'est en tout cas faire de la promotion sur les connaissances et sur la santé. Donc ça peut être commencer par dire, voilà, pour celles qui sont intéressées à le faire, je vous encourage à traquer le premier jour de vos règles et voir si vos règles sont régulières, parce qu'on sait que c'est lié à votre bonne santé. Et puis en fait, le coach, à mon avis, doit vraiment promouvoir ce message-là sans imposer aux athlètes, et plutôt dire qu'est-ce qui est normal et pas normal, et au besoin rediriger vers le staff médical en accordance. Voilà. Après, du coup, je vois une nouvelle question. C'est si on voit qu'une athlète est en déficit énergétique, quels sont les guidelines? Est-ce qu'on arrête l'athlète? On diminue la charge d'entraînement? Donc là, on rentre peut-être dans quelque chose un petit peu plus médical et un peu plus précis. Mais du coup, si vous êtes en REDS, on a tout un protocole qui va déterminer la sévérité de votre déficit énergétique. Donc, vous pouvez être par exemple dans un REDS de sévère modéré, enfin, on va dire un REDS modéré. Et là, donc ça dépend, mais en général, les critères, c'est que vous avez encore vos règles, mais c'est juste qu'elles sont un petit peu plus espacées. Et là, on va en général donc travailler avec un ou une diététicienne et le médecin, et on va essayer de augmenter l'apport énergétique. On garde les athlètes à l'entraînement, c'est juste qu'on va éviter les dépenses énergétiques inutiles jusqu'à ce que les règles se régularisent. Si par contre, vous avez plus vos règles depuis plusieurs mois ou voire en années, donc là, souvent, on est dans un REDS qu'on appelle sévère, et un REDS prolongé, on sait que ça a un impact très important sur votre santé osseuse, et si vous avez des os fragiles, ça va vous poser beaucoup de problèmes pour votre futur. Et là, en général, on arrête les athlètes de leur activité sportive, ou on fait en tout cas vraiment le taux minimum jusqu'à un retour des règles qui, si on arrive bien à composer au niveau alimentaire, qui peut être très rapide, et puis dans d'autres cas, ça peut être un petit peu plus long, voire en années.
Voilà, j'espère que ça répond à la question, mais en tout cas, il y a des guidelines que je peux envoyer, en tout cas pour le staff médical, à suivre par rapport au traitement du RED. Donc n'hésitez pas, même s'il y a des questions qui vous paraissent bêtes ou évidentes, hein, parce que c'est pas toujours évident de vulgariser. Peut-être qu'il y a des choses où c'était trop technique de la manière dont je l'ai dit. Donc vraiment, n'hésitez pas. Je pense que c'est un moment sympa du coup pour parler de ça. Du coup, je m'excuse parce que avant j'avais la batterie qui avait flanché, donc c'était pas C'était pas pour par les rapport à ce que tu disais, menstruations. Anna. Non, il n'y a Non, pas de c'était pas pour les problème. menstruations, c'était bêtement mon ordinateur qui est en train de mourir. J'avais juste une question par rapport au. Bah justement, quand je me retrouve avec mes joueuses, Oui. on voit quand même de temps en temps quand elles sont un peu plus fatiguées. Et puis à ce moment-là, ben, j'adresse pas la chose, mais en gros, certaines me disent de but en blanc, ben voilà, là, je suis en plein dans une période de règles, j'ai mal et tout ça. Sur les douleurs, est-ce qu'il y a quelque chose que je peux leur conseiller de faire comme mouvement ou bien c'est vraiment quelque chose de personnel pour chacune parce que bon, j'ai une fille, j'ai des amis, donc je sais que la bouillotte chaude et tout ça c'est sympa, mais j'ai pas vraiment de Mhm. bouillotte chaude sur le terrain. Ouais, oui, bien sûr. Oui, alors si, il y a des choses qui aident. Donc la première, c'est plutôt des exercices de mobilité, plutôt au niveau du dos ou des hanches, qui peuvent aider à diminuer les douleurs. Donc ça peut un peu ressembler à des mouvements de yoga ou, enfin, il faudrait qu'on développe une trame par rapport à ça. Mais vraiment donner de la mobilité au niveau du bassin, ça peut soulager un peu les douleurs. Et puis la deuxième chose, c'est tout ce qui est exercice, on va dire cardio léger. Mais par exemple de faire, du cardio sur vélo ou enfin suivant comment elle se sent, on va dire, nous on parle de zone 2, hein, donc ça veut dire qu'elle doit vraiment être capable de pouvoir parler et que ça doit être facile. Ça crée pas mal d'endorphines et au final, en général, elles ont beaucoup moins de symptômes après. Mais c'est plus on va dire le fait de passer le pas, d'être douloureuse et de dire: «Bon allez, on y va» et puis qu'on se sent mieux après, on est contente d'avoir bougé. Mais c'est un peu difficile des fois juste le déclic et de se lancer et de quand même faire un peu d'activité physique, malgré les douleurs. Et puis après la dernière chose que nous on peut mettre en place, c'est, tout ce qui est hygiène de vie. Si on sait qu'on va être douloureuse ou fatiguée, plus on soigne sa qualité de sommeil, son niveau de stress, un peu avant les règles, plus, mieux on va vivre en fait son épisode de menstruation, hein. Si finalement on a dormi 4 heures la nuit d'avant et qu'on est hyper fatigué, qu'on est bientôt en examen, on sait que notre résistance à la douleur va être bien plus basse et du coup, on va beaucoup plus subir nos règles à ce moment-là. Merci. Rebecca, tu as une question? Pas sûr. Donc là, j'aurais une remarque de Kaya, donc de prendre du fer pendant les règles, ça t'aide beaucoup au niveau de la fatigue. Donc ouais, donc ça c'est quelque chose complètement holistique, mais pourquoi pas. Je te recommande quand même notamment, mais peut-être que tu l'as sûrement fait, hein, mais c'est juste de vérifier du coup ton niveau de fer en général. Parce que si ça t'aide, du coup, peut-être qu'il y a un déficit en fer derrière relatif. Et puis si tu l'as fait et que tout va bien et que ça t'aide, c'est super. C'est, je pense, un bon conseil. Deuxième essai, Rebecca, avec le micro ouvert. Non. Ah, mince. Alors, Rebecca, je t'encourage. You can put your question in the chat. It's okay. I will try to answer you then afterwards. So also if there are some who wants to speak in English, it's also okay. I can answer in English too. Don't be afraid of that. Donc pour rebondir sur la question de Kaya, est-ce que la prise de fer durant les règles doit être prescrite par un médecin ou bien est-ce que certains produits peuvent être pris en libre service?
Moi, je le recommanderais pas aux athlètes sans prescription du médecin, puisque je trouve quand même très important de faire un bilan en amont, puis pas de. C'est un peu comme tous les compléments alimentaires, hein, au final qu'on prend. Au final, il y a beaucoup de compléments finalement qu'on prend qui sont inutiles, et j'aurais quand même tendance de faire un bilan avant de prendre. Ouais, voilà. Donc c'est une prescription par le médecin. Alors, question hormones. De manière générale, lors d'un retour au sport en postpartum, y a-t-il une période plus à risque de blessure en lien avec la modification hormonale? Donc c'est une très bonne question du coup qui sort un peu de cette présentation, mais je comprends le lien avec les hormones. Alors, je vais en dire le risque de blessure et le retour au sport en postpartum, il y a pas mal de choses qui la drive. Mais j'ai envie de dire le plus grand facteur de risque, c'est surtout la période d'inactivité prolongée pendant la grossesse et la période, on va dire la première période postpartum. Et plus on a été longtemps inactive, bah, plus finalement il faut soigner son retour au sport, on va dire de manière progressive. C'est comme si vous avez plus couru pendant 6 mois, évidemment que si tout d'un coup vous voulez vous mettre à un marathon dans 2 semaines et que vous avez plus d'activité sportive, bah, vous courez vers le risque de blessure. Hem, Par contre, par rapport aux hormones, donc pendant la grossesse, surtout pendant le dernier trimestre, on va sécréter pas mal de relaxine, et ça, c'est ce qui va augmenter votre laxité. Donc on peut être un peu plus laxe. Et puis c'est une laxité qui va se renormaliser, mais qui met un petit peu de temps et qui est pas directement après l'accouchement, mais qui peut mettre, quelque temps. Donc c'est possible que, bah, sur la période postpartum, mais aussi avec les changements physiques, bah, liés à la grossesse et l'accouchement, que vous sentiez votre corps qui soit différent, peut-être un peu plus laxe, aussi plus démusclé, parce qu'on a fait un peu moins de renforcement, un peu moins de sport, qui fait que ça change vos perceptions et du coup être plus à risque de blessure, d'où le fait de vraiment faire quelque chose de progressif. Mais sinon, on va dire le lien pur avec les hormones et le risque de blessure, il y en a pas vraiment, hormis les changements physiques que l'on va sentir et auxquels il faut se réhabituer. Hem, Par contre, j'ai plutôt envie de dire et ça, c'est plus le super pouvoir de la grossesse, quand vous allez, être dans votre premier trimestre, vous allez sécréter énormément d'œstrogènes, donc bien plus important que ce que vous avez pendant un cycle et on remarque qu'il y a une grande amélioration des performances sportives pendant le premier trimestre due à ces hormones, mais parce que c'est un boom, hein, c'est 100 fois supérieur à un cycle menstruel. C'est comme si on vous avait dopé, de manière externe, comme pour les hommes qui auraient pris de la testostérone. Et ça, bah, c'est aussi pour ça que, bah, du coup, les athlètes qui continuent de s'entraîner un maximum pendant leur grossesse, bah, vous avez dû voir de plus en plus, bah, il y a beaucoup d'athlètes qui, quand elles reviennent de leur accouchement, elles arrivent à rebattre des records du monde ou elles reviennent plus fortes qu'avant. Et ça, c'est une des raisons, c'est aussi parce que, bah, on a ce boom hormonal pendant la grossesse. Donc j'espère que ça répond à ta question. Alors, do you have any research that you can share to direct athletes, that are in French or German? Alors, donc j'ai le PowerPoint, je le partage volontiers. Il y a quelques vidéos qui ont été faites, pendant les Jeux olympiques de la jeunesse, à Lausanne, sur le RAID en français, qui est très, très bien, que je peux vous partager et puis après plus en termes d'infographie, il y a Swiss Olympique qui a quelques slides sur le cycle menstruel, qui doivent être en allemand et en qui doivent être en fait finalement, dans les 3 langues. Mais sinon, non, après ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'on développe, et je pense que ce serait un super projet parce que finalement les personnes qu'il faut impliquer, c'est pas que le staff médical. Je pense que ça doit être développé en partenariat avec les coachs et les athlètes aussi pour vulgariser suffisamment, toutes ces connaissances. Mais ça, si c'est un projet ou quelque chose, c'est quelque chose où je suis extrêmement motivée et puis, bah, pour les autres sources que j'ai citées, je vous les envoie très volontiers, après la présentation. Bravo le rugby, bravo la Suisse. Merci. Voilà, donc après si je sais pas si peut-être personne a des questions, mais si quelqu'un a envie de parler peut-être de ses expériences, de ses difficultés directement sur le terrain, si quelqu'un a l'impression que ce que je raconte, c'est pas faisable dans la pratique, très volontiers qu'on en discute. Moi, je suis complètement ouverte.
Ça peut être aussi peut-être quelqu'un qui a des expériences à partager en lien avec ce que j'ai raconté. Mais je vois que j'ai vu une main se lever et qui a peut-être disparu, donc c'était peut-être une erreur. Claudia, c'est une erreur? Avoir des Claudia, protections menstruelles dans les trousses de soins. Oui, ça clairement. On est en train de développer des kits. Moi, j'en ai systématiquement avec moi quand je pars avec les équipes, mais c'est pas quelque chose qui est automatique. On en voit de plus en plus dans les universités où on met des protections menstruelles gratuites à disposition dans les toilettes, mais c'est quelque chose de très très récent. Est-ce qu'il existe des études sur l'impact de l'arrêt de la pilule sur le corps et la performance? Que peut-on faire pour aider le corps à bien vivre cette transition? C'est une super question. Donc il y a des études qui ont essayé de comparer si on était plus ou moins performante en fonction de si on était sous pilule ou pas. Mais c'était pas extrêmement bien fait et puis on peut pas vraiment tirer de conclusion. J'ai plutôt envie de dire que quand on est sous pilule, des fois on se rend pas compte qu'on est en règle ou qu'on a des troubles de santé et qui du coup fait qu'on va être plus à risque de blessure ou de performance et ça c'est dommage. Mais par contre à l'inverse, si par exemple on a de l'endométriose sévère, dans des cas on va prescrire la pilule délibérément parce qu'on va empêcher le développement de ces cellules de l'utérus. On va dire empêcher la propagation et l'intensité des symptômes. Et là, dans ce cas-là, quand on est sous endométriose, la pilule peut vraiment être un moteur de performance chez ces athlètes-là. Donc, c'est vraiment individualisé, c'est du cas par cas. Et puis après, pour les athlètes qui souhaitent arrêter la pilule et puis, on va dire, retrouver leur cycle produit par les hormones de leur corps, il n'y a pas vraiment, je dirais, j'ai pas de recette magique, hormis le fait de se réapproprier les symptômes et puis déjà juste vérifier si tout va bien. Déjà, je dirais si juste déjà on check. Après, à savoir que dans les 3 premiers mois, vos cycles ne seront pas réguliers parce qu'il faut que c'est comme les adolescentes, hein, quand on débranche nos règles pour la première fois, il faut juste que le système hormonal se remette en route. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, mais sinon, n'hésite pas. Mais c'est chouette, c'est tout des très chouettes questions. Je suis très contente. Donc, je ne sais pas, Sylvie, si tu avais un temps maximum pour cette présentation ou pas, ou si tu veux laisser encore un peu de j'avais temps pour les questions. j'avais prévu 1 heure, on est à 56 minutes. Magnifique. Donc, s'il y a encore des questions, volontiers. Comme je l'ai dit, cette conférence, si tout va bien, a été enregistrée et puis elle sera le plus rapidement possible mise sur la chaîne YouTube de Swiss Rugby, que vous puissiez la regarder ou la partager. Voilà. Ouais, Et puis on va regarder avec Anna, comme tu as des ressources aussi à mettre, de pouvoir les renvoyer ou les mettre à disposition sur le site également. ouais, avec plaisir. Donc, bon, j'ai pas mis mon adresse email là, mais je peux la mettre dans la présentation si je vous l'envoie. Mais n'hésitez pas à me contacter si certaines personnes ont l'impression d'avoir des problèmes avec leur staff médical ou se sentent pas écoutées ou comprises. Moi, je redirige très volontiers en fonction du cas par cas s'il y a besoin. Parfait. S'il n'y a pas d'autres Voilà. questions, je vous propose qu'on clôt maintenant. A priori, c'est tout bon. Merci infiniment, Anna. C'était super intéressant. Je pense, même moi, du haut de mon grand âge, j'ai appris des choses. Donc, merci beaucoup. Et puis, on vous retransmet tout ça le plus rapidement possible. Merci à ceux qui ont passé ce bout de soirée avec nous. Et si tout est bon, je vous souhaite une excellente soirée. Prenez bien soin de vous. Au revoir, merci beaucoup. Merci, au revoir.